Salam alaikum, Azul, bonsoir. Pendant que des millions d'Algériens entrent de plein pied en précarité, que des catégories sociales entières basculent dans la pauvreté, dans la misère, pendant qu'ils vont au charbon de la vie chaque jour que Dieu fait, pendant qu'ils ne savent plus à quel politicien se vouer en ces temps de brouillard et de mensonges institutionnels, pendant que le peuple s'apprête encore une fois à boycotter les prochaines élections, truquées par avance, parce qu'un régime lui-même issu de la fraude électorale ne peut assurer des élections honnêtes. Pendant ce temps d'intense gestation, à la veille de bouleversements historiques, les mêmes opportunistes et d'autres qui se sont immiscés dans cette aubaine pour eux qu'a été le Hirak, la débandade générale que cela a provoquée, oui. Pendant ce temps, pendant que des spéculateurs spéculent à qui mieux, pendant qu'ils se frottent les mains à l'approche du Ramadan, d'autres se font mousser dans les spéculations politiques, où tout est permis, dans un climat de fin du monde, dans une ambiance où il faut mettre les bouchées doubles, hafak, parce que les sirènes du Titanic n'en finissent pas de mugir la fin annoncée d'un régime en perdition. Et c'est à qui spéculera le plus? C'est dans l'air du temps. Chacun y va de son tarot. Chacun se la jouant grand prêtre. Il y en a même qui s'improvisent maraboulitique. Et ainsi, en l'absence d'une vraie information, qu'elle soit celle des journaux qui vont à la soupe, celle des salons périphériques, voire même celle du téléphone arabe, c'est la noria des popolitologues, des analystes, des journalistes politiques, des experts, des météorologues et autres eux en tout genre. C'est le temps de l'aboubri dans le pays de l'apocalypse. C'est aussi le temps de la pêche en eau trouble pour les débarquer de l'ultime fournée des proposants. Tout cela qui n'en espéraient pas tant et qui se frottent les paluches, eux qui n'avaient jamais espéré une telle aubaine, enfin seuls ou presque, servir en siège et en privilège. En vérité, le problème est simple. Les flibustiers qui ont jeté le grappin sur tout le pays depuis 1962, et après eux le rejeton politique, bien sûr, leurs héritiers naturels sont en train de discuter des parts de butin qui doivent revenir à chaque frère de la côtelette, comme tout flibustier qui se respecte. Le problème est que l'habituel rachis, comme ils disent entre eux, ne veut plus faire comme d'hab, aller au bureau de vote pour faire croire que c'est bien lui, le bon peuple, qui a choisi ses représentants. C'est juste là où ça coince. Ni problème de mouvance politique, ni terrorisme, ni Ammar Bozouar. Mais ils sont en train de se mettre d'accord sur le dos du même rachis, comme ils disent, pour faire comme si ça va être de vraies élections. Zama. Qu'importe si elles sont unanimement rejetées par le peuple. La Constitution, leur Constitution, celle qu'ils viennent de faire adopter par une autre fraude électorale, n'a pas prévu, bien sûr, un seuil minimal de participation au-dessous duquel les élections seraient invalidées, même s'il y a 1% de votants. Non, pas folle la guêpe. Le rachis veut boycotter, alors que grand bien lui fasse. Il aura des députés au rabais, comme il a eu un président au rabais. Il est où le problème? Et il n'a pas été difficile de convaincre les piques-assiettes. Tout le monde n'est pas le FFS, n'est-ce pas? Tous les partis n'ont pas la même base militante, ni la même vision politique, ni encore moins la haute conscience politique. C'est donc la grande kermesse pour des gens qui se fichent que le peuple participe ou non. Tout est bon dans le mouton. Vous trouverez cette foire des larrons, vous trouverez dans cette foire des larrons
des gens qui se disent diamétralement opposés les uns aux autres sur un plan idéologique, si tant est que ces gens puissent avoir une quelconque idéologie ou une quelconque religion, si ce n'est celle de la boustifaille. Maintenant qu'ils ont trouvé un terrain d'entente, une belle et grasse vache à lait en ces temps de vaches maigres, ils nous débitent leurs intentions prêtes non, dans le même temps qu'ils préparent leurs grappins et leurs dévolus pour les lancer sur ce qui reste de la carcasse nationale. Pas de souci pour eux, puisqu'en bons charognards, ils savent y faire, pour trouver leur bonheur jusque dans les dépouilles les plus décharnées. Alors, ils nous sollicitent pour aller déposer nos bulletins dans leur boîte à faire semblant, et ils nous jurent que c'est ce que nous pouvons faire de mieux, que nous pouvons leur faire confiance, qu'ils travaillent pour nous, qu'ils se dévouent pour nous, corps et âme, qu'ils nous sacrifient jusqu'au temps qu'ils devraient passer avec leurs familles respectives. Ils nous exhortent donc à faire notre part de marché. Et ils nous envoient de véritables faire-part pour nos propres funérailles, pour faire notre part du contrat, c'est-à-dire d'aller à nos propres abattoirs en hurlant à l'unisson « Jishab ma'ak ya foulen ». Et nous, comme de braves gens patriotes et nationalistes, sages et conscients des périls qui pèsent sur la nation, comme l'a si bien dit Si Zouzov, nous irons faire notre devoir en bombant le torse et en brandissant notre doigt bleu avec fierté Makaraf el-Adienne. Voici l'immense honneur qu'on veut nous faire. Faire notre devoir électoral pour doter le régime d'une énième chambre d'enregistrement et d'un machin à lever automatiquement la main en criant « Jishab ma'ak ya fultan ». C'est un privilège qui est toujours consenti à ceux qui doivent passer à la casserole. Un peu comme la dernière cigarette du condamné. Ramadan, flambée des prix et débâcle. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Je suis désolé qu'il soit aussi, j'allais dire, comment dire, Brahim Younsi, aussi pessimiste. C'est le mot. Eh bien voilà, Brahim Younsi est avec nous, cadre du MDA de 82 à 88. Et Idir Onoran, bien sûr, analyste politique. Merci Idir, merci Brahim Younsi d'être là. Merci pour votre invitation. Ramadan Karim, لكل الشعب الجزائري, كل المسلمين. إن شاء الله. Idir, il ne souhaite pas Ramadan Karim? Ramadan Karim pour tous les Algériens et les musulmans. Et voilà. Bien que le nôtre s'annonce encore sous des auspices très tristes. Absolument. Et je dirais même tragique pour certaines catégories. Voilà, beaucoup de gens. Oui, tout à fait.
Et au téléphone, nous allons avoir avec nous trois de nos amis qui vont nous faire de brefs comptes rendus, qui vont rester avec nous chacun 5 minutes environ. Mohamed Lamine Mernin, Qaddour Chouicha et Ammar Fedjkhi. Mohamed Lamine Mernin, journaliste. Merci d'être avec nous, Mohamed Lamine. Bonjour, merci à vous, à Madame Kaïm, à tous les Algériens et tous les musulmans du monde. Merci beaucoup, Mohamed Lamine. Alors, Mohamed Lamine, on nous dit qu'il y a une véritable panique pré-Ramadan, que les ménages s'affolent, que la spéculation fait rage, que les prix flambent littéralement. Qu'est-ce que vous pourriez nous apprendre, j'allais dire, de mauvaises nouvelles, hélas? En fait, pour moi, c'est devenu une tradition, c'est-à-dire chaque veille de Ramadan, ou c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une fête religieuse, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire les prix flambent. Cette année, c'est un peu exceptionnel par rapport un peu en pénurie maintenant. C'est-à-dire, il n'y a pas que les prix qui ont flambé. Là, aujourd'hui, on voit la pénurie du lait qui n'a pas été réglée depuis que le ministre du Commerce a fait ses déclarations quand il a été nommé sur la tête du ministère du Commerce. On voit qu'il quitte la crise des huiles, c'est-à-dire l'huile, il est vraiment en pénurie. C'est-à-dire, les gens maintenant font des efforts et des efforts pour pouvoir obtenir un bidon d'huile. Donc, c'est-à-dire au-delà, c'est-à-dire des... On nous parle du lait aussi, du lait des chaînes au petit matin oui, pour moi, avoir par un exemple, sachet de lait. Oui, c'est-à-dire à chaque fois que je sors en fin de la matinée, peut-être vers 6h30 ou 7h du matin, je trouve des gens qui font la queue justement devant les camions pour acheter le lait. Ça, c'est un problème justement. Donc, au-delà des flambées des prix des fruits et légumes, enfin tout ce qui est les produits en fait alimentaires. Donc, pénurie et flambée des prix cette année, c'est un peu exceptionnel. Mais c'est-à-dire, moi, je pense que à chaque fois qu'il y a une fête religieuse ou il y a le Ramadan, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, toujours la même chose, malheureusement. C'est-à-dire, les choses, peut-être cette année, ils ont dégradé par rapport au pénurie, mais la flambée, enfin, c'est toujours, ça existe toujours. C'est une tradition algérienne. Vous pensez donc qu'il n'y a rien de nouveau, que c'est comme d'habitude, sauf qu'on a l'impression que cette fois-ci, contrairement à d'habitude, beaucoup de gens sont touchés dans leur capacité budgétaire. Ça veut dire, par rapport au prix, ne pourront pas faire face, même si la situation s'est régulée un tant soit peu. Non, en fait, c'est pas, enfin, non, c'est-à-dire justement, il y a une crise financière qui a frappé l'Algérie, ne serait-ce, c'est-à-dire les employés, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur job par rapport à la crise de Corona. C'est vrai, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des déclarations officielles, c'est-à-dire qu'on ne donne pas des chiffres officiels. Mais là, moi, par exemple, si je parle de mon entourage, il y a beaucoup de gens que je connais qui connaissent des difficultés financières énormes par rapport un peu à la diminution en fait, de l'offre du travail, il n'y a pas de projet, enfin, il y a quand même une crise, il y a une crise financière qui a touché les Algériens par rapport à Corona et par rapport à autre chose, justement, par rapport à l'économie en général en Algérie. Et c'est ça, c'est-à-dire, qui a joué un rôle très important. La crise cette année, elle est quand même, elle est impressionnante. C'est-à-dire, on a l'impression que la crise, on arrive vraiment, chacun de nous déjà arrive à... Alors, on nous dit qu'en plus de la crise des liquidités, vous savez, pour ceux d'entre nos téléspectateurs qui ne le savent pas, que les bureaux de poste et certaines banques ont quasiment des chaînes de personnes tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir. Et certains passent même la nuit pour essayer d'avoir une place pour le lendemain, de gens qui veulent simplement retirer leur retraite, leur pension de retraite ou leur salaire ou de quoi dépenser. Alors, ajouté à cette crise des liquidités, il y a aussi cette grève surprise qui vient de tomber dans l'Algérie. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots?
Oui, malheureusement aujourd'hui, enfin, j'ai pas. Enfin, bien sûr qu'il y a un grand problème, c'est-à-dire pour pouvoir aboutir à toucher, c'est-à-dire maintenant notre argent, enfin l'argent des citoyens qui, au niveau des banques ou des postes aujourd'hui, c'est-à-dire, bon, ce que j'ai lu, bon, moi, j'ai pas vu en fait, mais j'ai lu aujourd'hui sur les réseaux sociaux qu'il y avait une grève. Sincèrement, ça m'a vraiment étonné. Pourquoi ils font ça? Certainement, ils ont bon, je sais pas, mais c'est l'essentiel, c'est-à-dire que ça s'annonce très mal. Le début du mois d'Ramadan, ça s'annonce très mal cette fois-ci. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed Lamine Merci. Mrenine. Merci. Plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Et Merci beaucoup. merci. Avec nous depuis Wahran, Khadour Chouicha, syndicaliste, universitaire, défenseur des droits de l'homme. Khadour Chouicha, merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation et le bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Khadour Chouicha. Alors, Ramadan, probablement demain. Et avec Ramadan, comme d'habitude, comme vient de nous le dire Mohamed Lamine Mrenine, flambée des prix, crise, des gens qui se bousculent. Est-ce que c'est comme d'habitude ou est-ce que cette fois-ci c'est encore plus dur, Khadour Chouicha? C'est-à-dire que sur la spéculation, on a vécu et on vit depuis plusieurs années des spéculations à la veille du mois de Ramadan et accompagnées par des propos qui sont devenus hilarants de la plupart des ministres qui nous disaient à chaque fois, ne vous en faites pas, cette fois-ci on va maîtriser les prix, on va même les descendre. Ça a toujours été le cas et cette fois-ci, je pense quand même en termes de propos hilarants, on a atteint le summum. Mais il faut noter aussi que ce Ramadan vient après une période de confinement qui a exténué, qui a brisé une grande partie des familles en Algérie. Donc c'est un plus, c'est-à-dire que c'est vraiment pas le moment maintenant de gérer toutes ces augmentations des prix au niveau national et concernant tous les secteurs. Donc ça va, je pense, ça va être un mois très difficile pour un grand nombre de familles algériennes. D'ailleurs, on le sent bien que même à l'intérieur du Hirak, beaucoup ont pris des initiatives pour être solidaires avec leurs concitoyens, les familles, en formant chaque fois des groupes pour aider des familles qui sont ciblées, qui ont constaté ne pas avoir, disons, les moyens nécessaires pour faire face. Et cette fois-ci, Fil Hirak, Jum'a, il y a beaucoup de gens qui en parlent et qui ont pris des initiatives, tant mieux pour elles, mais je dirais aussi malheureusement, puisque ça veut dire qu'il n'y a pas d'État, qu'il n'y a pas de gestion. Alors, Khadour Chouicha, ce que vous nous dites est très important. Je m'excuse, je me permets de vous reprendre. Vous nous apprenez, du moins à Wahran, où vous vous trouvez, que des citoyens s'organisent en comité de solidarité au niveau des familles, au niveau des quartiers, pour se venir en aide les uns les autres, ne pas laisser les plus démunis, ceux qui sont en panne, ceux que la vie a désarmés, sur le bord des chemins. Vous êtes en train de nous dire que les gens se préparent à fêter, à passer le Ramadan ensemble, en toute solidarité. Non, yaounou. Et ça, c'est vraiment cette fois-ci, c'est particulier, puisque ça fait le deuxième vendredi où les gens viennent, par exemple, nous parler, parler à d'autres en disant nous avons décidé de faire ça, mais en groupe réduit. C'est-à-dire, on ne va pas prendre en charge la ville d'Oran, mais dans des quartiers, les gens du quartier, les jeunes qui se connaissent, vont se solidariser entre eux pour ramener de quoi vivre, de quoi tenir à des familles connues qui sont nécessiteuses, sans faire aussi de publicité, parce que ça fait mal aussi à la fierté de ces familles, sans faire de publicité. Et c'est un bon geste qui fait aussi la fierté du Hirak. Mais j'aimerais ajouter aussi, n'oublions pas que celui qui fait office de président de la République avait dit concernant les augmentations de salaire, nous klalihum rabbi. Ce qui est un décalage énorme par rapport à sa fonction et par rapport à ce qu'il dit vouloir entreprendre.
C'est une N'oublions démission. pas aussi C'est une démission, autrement dit. Bien sûr, mais qui peut être lu d'une autre façon. N'oublions pas qu'il y a eu le Conseil national de sécurité qui a surtout parlé de Hirak, mais qui a oublié de dire que la sécurité alimentaire n'est plus assurée dans ce pays. Alors que c'est très important. Si dans un pays, sauf si la sécurité, ça veut dire que tout simplement l'intervention des forces de police, de la gendarmerie et de l'armée. Alors que pour nous, la définition de la sécurité est beaucoup plus large que cela. Et en ce sens, nous pensons que de larges fonds de la sécurité ont été abandonnés. Khadr Chouicha, sur cette flambée des prix, on nous parle de flambée extraordinaire des prix. Ce n'est pas 5% de plus ou 10%. On nous parle de certains produits qui augmentent de 200, 300%. Et c'est tout à fait incroyable pour ceux qui ne connaissent pas ce système. À quoi serait due cette flambée des prix selon vous? Je crois que le climat est complètement délétère. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'État au sens traditionnel du terme. Chacun peut faire maintenant ce qu'il veut. Et beaucoup même utilisent cette période pour faire dans la prédation à tous les niveaux. Donc c'est pourquoi, quand on cumule cela, on arrive à ces flambées extraordinaires, puisqu'il y a certes des paroles de ministres, mais quand on voit sur le terrain ce qui se passe, comme vous avez dit, quand on voit les chaînes pour 1 litre de lait, ça veut dire qu'il y a une absence totale. On gère vraiment au lance-pierre. C'est que le climat est vraiment délétère. Merci. Mais je pense que, oui. si vous permettez, oui, bien sûr. je pense aussi que c'est un peu aussi voulu parce que c'est l'occasion de créer une diversion par rapport aux préoccupations majeures du Hirak, qui est de le rétablissement et la réappropriation du pays. Je pense que créer cette diversion, le pouvoir pense que ça va l'aider. Ça veut dire que ce ne serait pas seulement cette détérioration des prix ne serait pas due à la seule spéculation? Il y aurait... On l'espère. C'est-à-dire qu'on l'espère, on n'intervient pas, tout simplement. On sait menacer les gens du Hirak, mais on ne menace pas ceux qui font de la spéculation. On leur dit « c'est une déresponsabilisation. Merci beaucoup, Khadr Chouicha. Au plaisir de vous retrouver. Et avec nous, Ammar Fejri, depuis Bouira. Ammar Fejri, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Bonsoir, merci. Alors, Ammar Fejri, sur cette flambée des prix à la veille de Ramadan. À mon avis, vous savez, tant que, moi je pense tant que l'économie algérienne est dépendante des importations, il faut s'attendre automatiquement à une hausse parfois généralisée des prix des produits alimentaires. Je crois que aussi c'est devenu presque une tradition ici en Algérie, une habitude à la veille du mois de Ramadan et même à la veille des fêtes religieuses. La question de la hausse des prix, notamment des produits de large consommation, ainsi que de la disponibilité des produits, refait toujours surface. Donc, et qui faisant craindre le pire aux consommateurs qui doivent préparer le budget. Donc, oui, mais Ammar, d'habitude, du temps de Bouteflika, de la rente pétrolière, de la prospérité factice, les gens trouvaient plus ou moins leur compte, même s'il y avait des flambées, des pics comme ça. Mais là, en l'occurrence, avec la grande paupérisation de couches entières de la société qui n'arrivent même plus à se payer 1 litre de lait, un bidon d'huile, les choses... Est-ce que vous pourriez nous donner des prix, par exemple, sur les flambées des prix en termes de valeur? Oui, la hausse des prix des denrées alimentaires était aussi prévisible depuis le début de la pandémie en février de l'année dernière, en raison aussi du confinement de la population et aussi de l'arrêt quasi partiel de l'activité économique, qui ont ces 2 facteurs, à mon avis, qui ont entraîné également une pression sur le niveau du stock et également une perturbation des circuits de distribution. Et il y a aussi
c'est-à-dire à la veille de mois de Ramadan, par rapport à cette augmentation des prix, il y a des changements dans le comportement des consommateurs, hein, de consommateurs algériens à la veille de Ramadan, qui ont une incidence directe sur les prix. Donc, il y a, je pense également qu'au regard des prix qui ont augmenté parfois jusqu'à 300% en cette période. Par exemple, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de produits qui ont subi de très fortes augmentations? Oui, il y a la tomate qui est passée de 60 dinars et à 140 dinars. Dans les marchés, il y a la pomme de terre qui est affichée à 80 jusqu'à 90 dinars. Donc, c'est une augmentation et c'est une incidence un peu par rapport aux faibles couches de la société. Donc, vous savez que depuis une multitude de crises, une crise économique, une crise sociale, une crise. Donc, cela, toutefois, cette flambée fait suite aussi à une situation de montée vertigineuse du prix des aliments pour humains. J'ai eu à m'entretenir avec un économiste tout à l'heure et c'est ce qu'on m'a expliqué. Donc, qui fait suite à une succession de montée des prix des aliments pour humains, comme les pâtes, comme les viandes blanches, et pour aussi des aliments comme le maïs, le soja. Et aussi par rapport au cours sur les marchés mondiaux, de la baisse de la valeur du dinar et la réduction du volume des importations aussi. Très bien. Ammar Fedchri, merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver. Alors, mes chers amis, donc d'abord, commentaire sur ce que nous venons d'entendre. Parce que c'est pratiquement les flambées des prix qui existent et qui arrivent souvent à la veille du mois de Ramadan sont courantes. Mais je pense que le contexte est différent. Et certains de vos intervenants ont, pas accablé, mais presque le citoyen qui aurait, dans ce comportement, disons, aidé à l'augmentation des prix. Je suis désolé, moi je pense qu'il faut poser le problème sous l'angle politique. Quelle est la responsabilité politique de ceux qui sont censés organiser les forces du marché? On n'a pas de logisticien, c'est un métier. On devrait numériser. Nous avons des grossistes un peu partout, à U et à Dia. Il y a un problème de distribution. Quand j'entends un des responsables de Cévital qui dit à propos de l'huile, on est à 120%. Vous savez ce que c'est? 20% supplémentaire de surstock. Donc, il y a, même s'il y a un de vos intervenants a dit, il y a quand même une petite, on va dire des petits groupes compradors. Ça a toujours existé. Mais on a un problème politique. Quand on a un ministre du Commerce qui est incapable d'organiser les forces du marché, qu'est-ce que vous voulez? Et qui passe au lieu de régler le problème de l'huile et du lait. Quand même pas plaisanter. Et il semble que ce soit eux qui ont aggravé la crise, parce que ce n'était pas le moment maintenant de passer à un mode de facturation systématique dans un pays où il n'y a jamais eu de facturation. Il a pris des décisions qui ont complètement chamboulé le système. Nous allons l'écouter. Et je reviens à vous. D'accord. 6. Le ministre du Commerce. راح يكون الصوت بارتو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما تقلقيش برك ان شاء الله. نكذب انا مانيش مقلقه بصح تقطع المواطن البسيط الله اعلم. ان شاء الله ان شاء الله في دار رمضان راح نديروا الصولد ان شاء الله لا فون بروموسيون ان شاء الله نتمنى من التجار يخفضوا ان شاء الله ان شاء الله ولا جيسبر احنا بالظاهر يخفوا بصح في السود جو بونس با. انا مواطنه من السود مش من المنطقه غردايه فيها الناس لا ان شاء الله ان شاء الله غنشوف لا ديفيرونس يعني تزيد 15000 10000 ان شاء الله التجار تاع غردايه وغير غردايه فيه 58 ولايه يخفضوا ان شاء الله. Alors je rappelle que beaucoup de familles algériennes commémorent un triste événement. Le 11 avril 2018, 250 personnes avaient perdu la vie dans le crash d'un avion militaire à Boufarik. Rabbi Rahman ou Salih. Ce que je voulais dire, c'est un problème politique qui doit se régler au niveau politique. Et là, je suis au regret de reprendre l'interview de M. Tebboune, quand il dit si on a un problème de produit, en 48 heures, un bateau arrive.
c'est soit de l'irresponsabilité, soit... J'arrive pas à qualifier ce type de propos. C'est-à-dire, c'est ahurissant quand celui qui est censé représenter l'État, qui est censé représenter le pays, a ce genre de légèreté. C'est que, qu'est-ce que vous allez attendre d'un ministre qui est incapable, encore une fois, qui arabise les enseignes, bon, l'exportation des pieds de poulet au Vietnam, c'est une bonne chose. C'est une exportation. Il n'y a pas de grandes économies, il y a des petites économies qui font de grandes économies. En plus, juste pour terminer sur ce sujet, c'est qu'on n'a pas vous avez parlé de la pauvreté, de la précarité de beaucoup de nos concitoyens. On n'a aucun chiffre, monsieur Benchenouf. Aucun chiffre. Quel est l'impact de l'épidémie, de la pandémie sur le secteur du bâtiment, sur le secteur de la distribution, sur tous les secteurs qui, disons, qui mettent en marche la machine économique? Combien de familles sont déclassées? Il paraît que c'est une véritable hécatombe. Mais tout à fait. Surtout dans le bâtiment, quasiment à l'arrêt. Tout le secteur du bâtiment est à l'arrêt. C'est le premier secteur pourvoyeur de... Tout à fait. C'est un bassin énorme de main-d'œuvre et de travail. Et juste pour terminer, c'est que l'impact sur les familles, il est évident. Bien sûr. Il est évident, c'est une précarité. Que fait le ministère de la Solidarité ? Rien. Je n'ai pas lu, j'ai essayé de parcourir la presse depuis 2-3 jours, il n'y a rien qui est prévu. Quand vous imaginez que même les promesses de Tebboune, par exemple aux médecins et aux paramédicaux, ces promesses d'indemnité pour ceux qui perdent la vie, ces promesses pour les gens qui, ça veut dire un surplus en termes de salaire, même ces promesses n'ont pas été tenues, d'où la grève des médecins. Mais nous allons regarder quelques images et nous reviendrons vers Brahim Youssi. في ليبيا وماش كيماك هاي الجزائر الجديدة هاي الجزائر الجديدة هاي الجزائر الجديدة اللي تحكوا لها وراك الوزير وراك الوزير رانا كلي في حرب وراك قدوة رمضان هاي شوف يخرب بالزيت شوف هاي المعاناة انا تقول في حرب ايوا حرب ليبيا ما استنى كيما وراء الجزائر الجديدة وراء الوزير الله يفات وراء جاي الوزير ويسرق في الزيت وراء الوزير وراء صور ما تحملش صور وراء سرقة الزيت نهار منكر الشعب الحق حتى انا قاعد يسرق في الزيت ما كان لا زيت لا الخضرة طالعة وراك الوزير ولا تشتي لا دير لايفات تشوف الفوضى الجزائر الجديدة الجزائر الجديدة الجزائر تكون C'est à Bablouad, il me semble. Une chaîne qu'on voit, qu'on regarde ici, ces gens, au petit matin, à attendre le camion pour prendre leur sachet de lait. Brahim Youssi. C'est triste et ça donne une image d'un pays qui n'est pas gouverné, d'un pays qui n'est pas administré du tout, pour en arriver à cette situation anarchique, totalement anarchique, où un peuple est livré à lui-même. C'est des scènes que nous ne voyions pas au premier jour de l'indépendance de l'Algérie, alors que la situation, il faut le dire, de notre pays, vous l'avez connue, était dramatique. Oui. Néanmoins, les Algériens se tenaient, pour ne pas dire autre chose, s'entraidaient, et les couches les plus pauvres de la société vivaient dans les premiers mois et même les premières années de l'indépendance de l'aide américaine.
Je me rappelle, don du peuple américain. Absolument, et nous l'avons distribué. J'étais dans le scoutisme à cette époque-là, et nous l'avons distribué. Oui, c'est vrai. Donc, les Algériens... L'huile, la semoule, la farine, absolument. Le fromage Absolument. et des produits de ce genre-là. Je me rappelle, même des œufs en poudre. Absolument. Je me rappelle. Absolument. Don du peuple américain. Tout à fait. Oui. Quelles sont les causes de cette situation-là depuis 60 ans, et singulièrement depuis, il y a une flambée des prix, mais il y a eu une flambée des prix du baril. Oui. Ou la mauvaise gestion, plus que de la mauvaise gestion, la corruption. La corruption à tous les étages, il faut le dire. Oui. À tous les étages de la société, ont conduit le pays à cette faillite. Parce que c'est une faillite, comme disait Idir, une faillite politique, d'abord politique. Et ensuite, en effet, une faillite économique et une faillite sociale. Mais bien entendu, le responsable, c'est le politique. C'est le politique. Cette situation, sur le plan économique, pourquoi les prix augmentent? Quelquefois, subitement, les prix augmentent. D'abord, la ressource pétrolière, ou ce qu'on appelle la rente pétrolière, moi je n'aime pas utiliser ce mot de rente, pour plusieurs raisons, a été divisée par deux, au moins par deux. Les rentrées financières par le moyen des hydrocarbures ont été divisées quasiment par deux. C'est-à-dire que les dépenses... Et même plus. Oui, justement, au moins par deux. Quand on pense aux recettes de 2019, oui. Par exemple, ou 2020... Au moins par deux. Une compression des revenus. Au moins par deux. Donc, forcément, il n'y a plus la même redistribution. Et il y a une saignée du pouvoir d'achat des Algériens. Et le manque de ressources, je viendrai tout à l'heure à la pandémie, le manque de ressources, déjà, la chute drastique du prix du pétrole a fait qu'un certain nombre d'entreprises, de sociétés ont fermé. C'est tout le modèle économique qui remet absolument. En cause, là. Donc le système productif s'est grippé. Mais il semble que même les courroies de transmission de la rente se soient grippées. Oui, mais tout est grippé. Non seulement la rente en elle-même, mais même ce qui permettait d'acheter la paix sociale. Sur le plan dans tous les pays organisés, entre guillemets, où les marchés sont organisés, où l'économie est organisée, etc., la flambée des prix ou l'augmentation des prix se fait par le jeu de l'offre et de la demande, on le sait. Oui. C'est ça le marché. C'est ça le marché. Plus la consommation est plus forte, plus il y a de consommateurs, plus les prix augmentent. L'offre est moindre et les prix augmentent. Pour abonder, c'est à un chiffre. Hein. Oui, oui, tout à fait. Oui, nous sommes peut-être à 3 chiffres. Nous sommes peut-être à 3 chiffres. En tout cas, nous avoisinons les 3 chiffres. Le jeu de l'offre et de la demande. Or, nous savons que c'est vrai que l'offre est très rétrécie, très mince, parce qu'on n'importe pas. Et nous ne produisons pas. Et l'offre est issue principalement de l'importation. Oui, mais malgré cela, elle a diminué. Oui, bien sûr. Puisqu'il y a une austérité, elle a diminué. Oui. Et de plus, nous ne produisons pas. Voilà. Nous ne produisons pas. Donc, il y a une rétractation de l'offre, mais il y a aussi une très grande rétractation de la demande. Oui. Parce que les Algériens n'ont plus leur pouvoir d'achat a été saigné totalement. Et on a vu avec la pandémie et même la chasse aux opérateurs économiques, comme l'on dit, aux patrons des grandes entreprises, etc., mis en prison. Cela a grippé, plus que grippé, beaucoup de choses. Le chômage, à cause de la pandémie, mais aussi à cause de toutes ces arrestations de grands patrons, etc., ont fait que leurs entreprises et les entreprises ont fonctionné au ralenti, il faut le dire, parce que psychologiquement déjà, y compris leurs travailleurs, ont été touchés, souvenez-vous, de ce qui s'est passé avec les entreprises arabes, par exemple, les grèves qui se multipliaient, etc. Donc ça a eu un impact sur la production. Et toute cette crise-là, et on le voit depuis longtemps, au mois de Ramadan, toujours les prix augmentent, les prix flambent, etc. Mais toute la crise politique, qui est devenue une crise économique et sociale, a impacté
singulièrement, bien sûr, les classes les plus fragiles, mais aussi les classes moyennes et notamment les classes inférieures. Mais il y a une autre grande inconnue, qui ne devrait pas être une grande inconnue, puisque c'est la principale, quasiment la principale partie de régulation du marché, qui est le commerce informel en Algérie. Ce grand commerce informel qui dispose à lui seul quasiment de 60 ou 70% de la masse monétaire en circulation. La preuve, c'est qu'il y a une telle rétention que ça a provoqué une crise des liquidités. C'est-à-dire que même la Poste, même les banques ne disposent plus de liquidités pour pouvoir payer les pensions de retraite, alors qu'ils ont fait un recours absolument incroyable à la planche à billets. C'est dire que ce secteur informel, ça veut dire qu'il n'est pas déclaré, et qui préfère cacher l'argent chez lui. Qui échappe à l'impôt aussi. Qui échappe à l'impôt et qui ne fait pas confiance au système au point de ne pas mettre de l'argent dans ses banques et dans ses postes, etc., et qui a provoqué quelque chose d'absolument incroyable. Est-ce que cette part de l'économie, cette part informelle, est en train de jouer un peu dans cette équation ? Bon, moi, je ne sais pas s'il y a une incidence directe, mais ce qu'il faut dire, c'est que cette masse monétaire informelle qui circule se chiffre en milliards de dollars. Oui. Elle a été aussi la responsable, cette masse monétaire, de la flambée dans l'immobilier, des bulles immobilières, au niveau du marché des voitures, sans compter le coût de la devise sur le marché informel. Sur le marché informel. N'oubliez pas que ce marché informel, moi, je pense, d'après un ami économiste, est pourvoyeur de travail. C'est un circuit. Oui. Et c'est pour ça que l'État a des difficultés à vraiment le résorber. Est-ce qu'il a intérêt, aujourd'hui, dans l'état où se trouve notre économie, avec notre crise politique, à essayer de le normaliser? On a parlé de changement de monnaie, c'est pas dans son intérêt. En plus, cet argent-là, qui est en surliquidité chez les grands barons de l'informel, fatalement, comme c'est des sommes astronomiques, elles sont aspirées probablement, et elles vont être aspirées de manière mécanique sur l'argent criminel hors des frontières. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans un circuit qui le dépasse. C'est le trafic de drogue, c'est le trafic de drogue. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas ? C'est le trafic de drogue, c'est le trafic d'armes, c'est le trafic, etc., etc. Cet argent, en plus, qui n'a plus sa place en Algérie, va être aspiré. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas ? Par les mafias internationales. Une question que vous avez vous-même suscitée, que tout le monde se pose. Pourquoi ce régime n'a-t-il pas procédé juste à un changement de monnaie, de monnaie fiduciaire qui aurait obligé ces barons qui retiennent des fonds énormes à aller à la banque pour échanger contre de nouveaux billets. Et donc, à ce moment-là, l'État pourrait obliger de façon indirecte ces gens-là à mettre cet argent dans les banques et à pouvoir un temps soit le recycler réguler. Dans le Pourquoi ne le fait-il pas, ce régime ? Moi, je vous renvoie à la réponse de M. Tebboune. Allez, vas-y. C'est ce que j'allais dire. M. Tebboune a fait une réponse lapidaire qui n'a convaincu personne. Mais ben voilà. En plus, l'exemple qu'il a donné laisse pantois. Alors, rappelez-le-nous. Mais bon, voilà, quelqu'un qui dispose de milliards, etc. Pauvres gens. Voilà, il va donner des petites sommes à des pauvres gens, etc., qui va leur donner une chippa et ils vont échanger l'argent. Donc nous ne saurons pas d'où vient l'argent. C'est une explication qui est complètement... C'est du mépris pour l'intelligence des gens. Vous imaginez quelqu'un qui a 5 000 ou 6 000 milliards de centimes. C'est dire que l'État, vous le dites souvent, en tout cas, ne joue pas son rôle. S'il existe vraiment, ne joue pas son rôle. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelque part une inexistence de l'État. Oui. En dehors, bien sûr, de ses fonctions dites régaliennes, de la sécurité, de mettre de l'ordre, de mettre, etc. Mais dans ce domaine-là, il a totalement abandonné à l'informel, parce qu'il y a un bon... Mais pourquoi ? Parce qu'il y a un pourquoi bon alors informel... qu'il a la possibilité d'y mettre fin ? Est-ce que parce que lui-même a des intérêts, lui-même, je veux dire, les barons du régime... Je crois qu'il y a une déformation de l'informel et du marché informel, ou de ce qu'on appelle le marché informel. Oui. Parce qu'il y a un secteur informel qui est productif, qui produit. Informel.
Il est informel. Il n'est informel que parce qu'il ne passe pas par l'impôt et la facturation. Voilà, absolument. C'est tout. Absolument. Sinon, il produit. Mais il produit. Et non seulement il produit, mais il crée des emplois. Des emplois. Même l'informel crée des emplois. Oui, beaucoup d'emplois. Oui, mais cet informel-là, c'est un informel, je viens de le dire, un informel de la prédation. C'est celui qui achète et qui revend seulement. Ah, tout à fait, on est dans le secteur. Voilà, tout à fait, on est d'accord. totalement, mais Enfin, ça, c'est pas, pour moi, ce n'est pas cela. Mais Brahim aussi, si vous partez de ce principe, l'informel qui produit, nous sommes tous les trois des Algériens, nous connaissons très bien le système. Je peux dire comme ça un chiffre, j'avance comme ça un chiffre, et je crois que je ne vais pas exagérer, je crois que 99% des industriels, des entreprises, sont dans l'informel dans ce cas. Personne ne déclare son véritable chiffre d'affaires, personne ne déclare tous ses ouvriers, personne ne facture. Oui, je suis d'accord. Mais disons que ceux qui dépendent du secteur informel n'ont pas de registre de commerce. Disons que les impôts ne font pas leur travail. C'est là où l'État intervient, parce que par rapport au commerce en particulier, l'État doit contrôler. Il y a des inspecteurs des impôts qui doivent débarquer, même de façon inopinée, pour contrôler la comptabilité, contrôler les livres de comptabilité, etc. Oui. Mais ils ne le font pas. Oui. Et ils savent parfaitement, ils connaissent parfaitement le secteur informel productif. Oui. Il y a un informel caché. Il y a un informel des bandits et des voyous, mais des bandits et des voyous qui brassent des sommes colossales, des milliards de dollars. Mais Brahim Younsi, la question que j'ai posée à Aidir, pourquoi le régime ne procède-t-il pas à un changement de monnaie, ce qui lui permettrait, ça veut dire que c'est d'une simplicité basique, ça lui permettrait de faire rentrer tout l'argent dans les banques, personne ne serait assez fou pour laisser son argent pourrir et ne plus rien valoir le lendemain. Donc il aurait l'avantage de tout faire rentrer, dans le même temps qu'il aurait un certain contrôle, qu'il pourrait faire payer l'impôt, contrôler les flux monétaires, etc. Pourquoi ne le fait-il pas? Est-ce parce que ce sont ses propres barons qui disposent de ces fonds, ou est-ce qu'il y a autre chose? Les deux. Ses propres barons, et d'autre part, s'il le faisait, par exemple, si Tebboune demain décrétait, prenait une telle décision, le surlendemain, il serait débarqué. Ah, voilà. Le surlendemain, il serait débarqué. Parce qu'il toucherait à des intérêts colossaux. Des intérêts colossaux. Si on croit que le système a changé, ne serait-ce que de ce point de vue-là, on se trompe totalement. La corruption est toujours la même. Oui. Est toujours la même. On a réglé des comptes avec certains. Mais les détenteurs de ces capitaux informels, qui représentent peut-être les 3/4 de la masse monétaire en circulation, ils ont aussi à perdre. Si demain, il y a un crash financier dans le pays, ils auront de l'argent, ils auront de la monnaie de singe chez eux. Oui, mais c'est déjà quasiment de la monnaie de singe. Ouais. C'est parce que le dinar ne cesse de se déprécier. Oui, bien justement. Sûr, bien justement. sûr. Ça veut dire que c'est né dans l'intérêt de personne. Oui, c'est un suicide collectif. Oui, mais ils ont des moyens de pression, parce que de temps à autre, ils arrivent à faire sortir un peu de leur argent. En devise. Oui, mais même en dinars, ils arrivent à... Sinon, le circuit ne fonctionne plus. Mais en dinar, s'il le fait sortir à l'étranger, il sert à quoi? Non, pas à l'étranger, pas à l'étranger. D'accord. Il réinjecte le dinar dans le circuit économique normal. D'accord. C'est parfaitement... ils le font. C'est des capitaux ils le font. Informels. Oui, ils les injectent. Et puis ils sont ensuite dans l'immobilier à l'étranger ou dans des affaires. Voilà, tout simplement. Tebboune qui nous disait qu'il ne... Ils n'ont pas la mentalité de capitaine d'industrie pour investir ailleurs. Non, je ne sais pas si vous comprenez. S'ils investissent le surplus de leur trésorerie, c'est uniquement dans le cadre pour des achats immobiliers. Mais ils investiraient ailleurs, il y a un rapport autant d'argent. Oui, le seul problème, c'est la traçabilité. Oui, voilà, il y a un rapport quasi fétichiste avec les billets. Oui. Ils veulent garder les billets, c'est tout. Ils veulent avoir des billets et voir Pagon. Ils veulent les voir. Ils veulent les voir. Voilà, ils veulent les voir. C'est sûr que Tebboune l'a dit 1000 fois, que l'État, ou ce que nous appelons l'État, n'entreprend pas de procédure judiciaire à l'international, alors que sachant pertinemment que tous ces barons qui ont des
des propriétés qui ont investi, entre guillemets, c'est de petits investissements, si j'ose dire, parce que c'est dans l'hôtellerie, la restauration, etc. Il n'y a pas véritablement, à l'exception d'un ou deux, dont je ne vais pas donner les noms, qui ont investi dans la production, qui ont acheté des affaires, etc., etc. De grosses affaires pour certains d'entre eux, de très grosses affaires. Et parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement aussi. Donc, comment il y a un tel volume d'argent qu'ils ont réussi à blanchir que la seule façon, c'est d'investir dans de grosses affaires. Mais comment ont-ils pu, pour la plupart d'entre eux, y compris ceux qui ont acheté un hôtel 2 étoiles, 3 étoiles, etc., ont-ils pu acheter cet argent à l'étranger? Ça veut dire qu'ils ont fait un transfert. Comment ce transfert a-t-il pu le faire alors que la loi l'interdit? Et nous l'avons parmi les ministres, parmi les présidents de partis, etc. Nous ne l'avons pas donné. Celui qui est visible et qui devient la cible, c'est Saïdani. Comment Saïdani a pu acheter, il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui, acheter les appartements qu'il a achetés à Nuit, dans le 16e Mais vous posez la question que tout le monde se pose et dont tout le monde connaît la réponse. Comment ils ont fait pour blanchir cet argent? Et tout le monde sait qu'ils l'ont blanchi avec la bienveillance de l'État hébergeur. Ah, voilà. Alors, tout simplement. Oui, ça c'est clair. Et c'est pas, l'État hébergeur, c'est pas gratuit. Mais l'État hébergeur, mais l'État victime de cette prédation, ou la population victime de cette prédation, de ces vols, ne fait rien. Parce qu'il peut les poursuivre pour infraction. Parce qu'ils sont eux-mêmes les principaux, non pas récipiendaires, mais bénéficiaires. C'est-à-dire, comment voudriez-vous que le président, je l'appelle comme ça, le président, poursuive qui que ce soit, alors que lui-même est concerné. Comme l'avait dit le général Hamel, que celui qui... Il faut être honnête pour pouvoir enquêter sur les autres. C'est-à-dire par rapport à ses avoirs, je pense que maintenant, et vous avez vu sa fameuse phrase « Rota contre Rota », etc. Je vais ramener. Excusez-moi. Je crois que se pose aujourd'hui, et de manière sérieuse pour l'État, pas la symbolique qui est représentée par le chef de l'État, là, de la confiscation de ces avoirs qui sont criminels. C'est ça le problème. Ils sont criminels. C'est comment arriver à la confiscation de ces avoirs criminels, comment le faire, dans quelle procédure il faut le faire. Quel type de procédure? Il y a des procédures bilatérales. Tout à fait. Il y a des procédures bilatérales qui sont aussi simples. Et il y a des procédures internationales. Et il y a une convention des Nations Unies qui prévoit les mécanismes par lesquels cet argent-là peut être bloqué déjà dans un premier stade. Alors que l'État algérien n'a engagé aucune procédure. Disons qu'il n'est pas pressé. Comment? Il n'est pas pressé. Pour rester gentil. Ibrahim Yotsi l'a dit. S'ils n'engagent pas ces poursuites, ces actions qui sont élémentaires, c'est parce qu'ils sont principalement concernés. Si ce ne sont pas eux qui détiennent ces fonds, ce sont leurs clients, ce sont leurs parentèles. Généralement, c'est les enfants. S'ils ne procèdent pas à un changement de monnaie, ce qui pourrait devenir une grosse solution pour arranger presque tout, c'est parce que ce sont leurs clientèles et parentèles qui disposent de ces fonds. Pas seulement dans les États en principe qui doivent ou qui devraient lutter contre la corruption et contre le blanchiment d'argent dans leur propre circuit commercial et financier, nous savons que beaucoup d'entre ces barons ont de l'argent et placent leur argent dans les paradis fiscaux. Évidemment, bien sûr. Y compris certains qui sont soi-disant dans l'opposition. Exactement. Et il est difficile de les tracer. Hein. Et il les place surtout chez les pays amis, entre guillemets amis. Oui. Alors, nous allons... mais quelle est la contrepartie? Si la contrepartie est politique, c'est un gros débat. Mais ça ne peut être qu'une contrepartie politique. Non, mais je pose la question. Non, mais remarquez, il y a une contrepartie politique. Ça veut dire qu'ils deviennent les proconsuls de ceux qui leur permettent de blanchir l'argent dans leur pays. Et donc, ils deviennent proconsuls dans les pays où ils sont élus par nous. Mais il y a une autre contrepartie. Il y a celle des financements des campagnes électorales. Ah ben oui. Quand je finance votre campagne électorale depuis le maire
jusqu'au président de la République, M. Sarkozy, on sait quelque chose. Il n'y a pas que lui. Entre autres. Ça veut dire que c'est aussi une contrepartie. Pas que lui dans l'histoire de France. Non. Voilà. Alors, nous allons regarder... Remonter au Gaulois. Nous allons regarder cette autre histoire et puis nous allons passer à un sujet très intéressant. Voilà. Ce sont des scènes devenues banales, qui ne choquent même plus. On se croirait revenu à ces années de pénurie où on vous donnait, rappelez-vous, un litre d'huile à condition que vous preniez une pioche avec. Je suis vraiment moins triste de voir les gens se bousculer, essayer de prendre une bonbonne, ou je ne sais pas comment on appelle ça, d'huile ou 1 litre de lait, que l'état physique de nos compatriotes. Vous avez vu, triste, fatigué. Plus que cela, plus que cela. C'est la misère. Oui, c'est la misère qui... Ils sont passés, pour certains d'entre eux, de la pauvreté à la misère. Absolument. D'autres sont passés des gens de statut moyen à la pauvreté. Ce sont les classes moyennes. Ce sont les classes moyennes qui sont en train de basculer dans la pauvreté. Il y a un déclassement. C'est la base de toute société. Il y a un déclassement. Mais c'est ça qui me paraît le plus triste. Absolument, absolument. Qu'il y ait des pénuries, quelquefois il arrive des pénuries dans tous les pays du monde. Absolument. Mais voir notre peuple, notre population basculer dans cet état-là, oui, cela m'inquiète beaucoup. Absolument. Nous allons passer au sujet suivant. Tout le monde se pose la question. Cette fameuse visite du gouvernement français, délégation à un niveau de Premier ministre, avec 8 ou 9 ministres, je ne me rappelle plus, une très forte délégation du patronat français. Et puis d'un seul coup, paf, on nous dit que c'est l'État algérien qui a demandé le report pour, nous dit-on, mais alors une raison absolument loufoque, surréaliste, raison de Covid. Hein, c'est incroyable. Hein, c'est-à-dire c'est le mépris pour l'intelligence des gens à un point. Alors, d'après vous, mes chers amis, pourquoi cette visite a-t-elle été annulée ? On a suggéré aussi dans certains journaux de la presse française que les Algériens n'ont pas aimé le niveau de la délégation. Ça veut dire que c'était prévu 8 ministres, 9, ça aurait été ramené à 4 et que ça aurait déplu aux Algériens. Mais là non plus, moi, je ne suis pas convaincu. Je crois que ça, c'est... D'abord, les raisons invoquées, ça acte l'incapacité de l'État algérien à réunir une vingtaine de personnes tout au plus. Même si c'est une délégation de 9 ministres, 10 ministres, 30 personnes. Je crois qu'on a assez d'espace en Algérie et de beaux palais pour réunir à ce niveau-là. Le Premier ministre de la France, ce n'est pas rien, je veux dire. Disons que c'est le premier élément. On a aussi invoqué le fait que la délégation était composée au départ de 9 et qui a été réduite à 4. Mais parmi les 4, vous aviez 4 ministres de première importance. Hein, M. Le Drian, M. Darmanin de l'Intérieur, M. Bruno Le Maire et le Premier ministre. Bon, moi je lis ça, beaucoup de choses, Ibrahim en parlera. Il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de pistes. D'abord, moi je pense que les Algériens ont fait ça à consommation interne, uniquement, pour encore surinfecter la relation et aller vers ce fonds de commerce anti-français systématique, oui, anti-ordre colonial, anti tout ce qu'ont fait les Français depuis 132 ans en Algérie. J'ai aucun souci par ça. Il y a le dossier aussi de M. Benjamin Stora, mais il faut noter et observer que de l'autre côté, il n'y a rien qui a été proposé. Troisièmement, il y a eu une visite parlementaire du parti présidentiel de M. Macron à La République En Marche, grâce à un franco-marocain, dans le cadre de l'amitié franco-marocaine, qui se déplaçait à Dakhla. À Dakhla, c'est pas Agadir, c'est pas Marrakech, c'est pas Fès, c'est pas Rabat, c'est au Sahara occidental. Est-ce que ça aurait déplu est-ce que ça aurait irrité la diplomatie algérienne? Ça, je n'en sais rien. Et puis, il y a plein d'autres pistes aussi. Parallèlement à ça, il faudra dire aussi que la veille, il y a eu des accords militaires qui ont été signés entre les deux chefs d'état-major des deux armées. Oui, on va y arriver. Si vous arrivez, on en parlera tout à l'heure. Point de la discussion. Tout à fait, parce que ça pose question, ça pose beaucoup absolument, de questions. Absolument. Voilà. Vas-y, Ibrahim.
Je ne sais pas si vous avez suivi l'entretien que l'ambassadeur d'Algérie à Paris a donné à la télévision nationale. Je l'ai suivi. Non, je n'ai pas suivi du tout. Et cet entretien a eu lieu quelques jours avant, 3 ou 4 jours avant l'annulation de la visite. Il n'a jamais dit qu'il y avait 8 ou 9 ministres dans la délégation. Il en avait cité 4 ou 5, déjà. D'accord. 4 ou 5 jours avant. Oui. Donc c'était réglé à ce niveau-là. En principe. Au niveau de la représentativité. Oui, tout à fait. Au principe. D'autre part, je crois que c'est un fait à noter. L'ambassadeur d'Algérie à Paris, Mohamed Antar Daoud, jusqu'à maintenant n'a pas encore présenté ses lettres de créance. D'accord. Il n'a pas encore présenté ses lettres de créance et il n'a pas été reçu, forcément, par le chef de l'État français, Emmanuel Macron. D'accord. Et pourquoi, selon vous? Pour le moment, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, sauf que, à l'époque, en Algérie, Xavier Driancourt avait mis 2 ans pour présenter aussi ses lettres de créance pour être reçu. Mais là, Bouteflika était malade, par contre. Voilà. Oui. Il était malade. Oui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça fait 6 ou 7 mois que Mohamed Antar Daoud est à Paris. Macron, visiblement, se porte comme un charme. Il a passé la phase du Covid. Eh oui. Et néanmoins... Il y a un moment où se passent des tractations ultra importantes. Et notamment pour ce qui est de l'implication de l'armée algérienne au Mali. D'une part. Ce qui aurait facilité les choses avec un ambassadeur y compris le travail qui se fait sur ce haut comité de haut niveau, etc. L'ambassadeur. L'explication qu'on a donnée l'ambassadeur à Paris, d'Algérie à Paris, c'est que les 2 présidents qui sont en excellente relation se parlent souvent. Donc l'ambassadeur a moins de travail. D'accord. C'est incroyable. Moins de Il donne travail. des explications. Et la pandémie est venue pour compliquer davantage encore, parce que nous ne faisons plus ce travail de coulisses que les ambassadeurs font dans les cocktails, etc., etc. Donc, sur la question de la délégation, si j'ai bien entendu l'ambassadeur d'Algérie, c'est 4 ou 5 ministres qui devaient se... Et alors, pourquoi ils ont annulé? Toute la question est là. Concernant, me semble-t-il, cette délégation du parti du président de la République. C'est une délégation parlementaire. Hein. Parlementaire. C'est de la République en marche. Hein. Oui. D'accord. Qui s'est rendu à Dakhla. Ils auraient voulu punir M. Macron de façon directe. La position officielle de la France sur la question du Sahara occidental est connue depuis 1975. Oui. 75-76, avec la fameuse déclaration de Giscard. Absolument, depuis 1975. Donc rien de nouveau sous le soleil. Mais rien de nouveau, rien de nouveau. Et puis, on peut invoquer des crises, mais les crises algéro-françaises ont commencé au lendemain de l'indépendance. Alors, moi, je vais vous donner une thèse qui circule abondamment sur les réseaux sociaux et qui me semble personnellement très crédible. Alors, où on dit que la police politique, c'est-à-dire le DRS, et pas seulement, puisque maintenant la police politique est en train de s'étoffer en alliés de tout genre qui sont en train de s'agglomérer auprès du noyau initial. Et donc la police politique, celle qui gère les vraies choses, aurait suggéré entre guillemets bien sûr, à M. Tebboune et aux autres, qu'une telle délégation ferait se déplacer toute l'opinion publique en Algérie. Ça veut dire qu'avec une délégation de ce niveau, étoffée comme elle l'est, elle déplacerait au moins une centaine de journalistes, les télés, les journaux, les radios, qui tomberaient en plein Hirak, et cela équivaudrait à mettre le Hirak dans les salons de tous les Français, c'est-à-dire leur dire voilà ce qu'est l'Algérie en ce moment. Ce n'est pas seulement ce qu'on vous dit de temps en temps, quelques journaux, parce que là, toute l'opinion publique serait braquée sur ça. Et ça, c'est vraiment pas le moment pour le régime algérien, tout particulièrement chez un allié aussi précieux que l'ami français, j'allais dire, de le faire basculer malgré lui dans une situation où il ne pourrait plus contrôler
la situation. C'est une éventualité. Bien sûr, nous y avons, je pense, Ider aussi pensé à cela. Ça ne peut pas être la seule. Voilà. Oui, il y a une somme de choses. Il y a une somme de choses. Parce que la presse française commence à parler de ce que les Algériens appellent le Hirak. Oui. Depuis seulement quelques semaines. Oui, c'est vrai. Sinon, auparavant, c'était le blackout. Oui. Je veux dire, pour la presse qui se rend 100 ou 50, même 20 journalistes, peuvent faire un travail extraordinaire pour informer la... Surtout avec Tassaïd, l'escalade qui est prévue. Donc ça pourrait... Oui, mais je crois que les journalistes, la presse, si elle ne relayait pas cela, cela ne servirait à rien, parce que la presse sait ce qui se passe. Oui. La presse sait ce qui se passe, beaucoup de choses leur parviennent, ils filment, ils ont des films, ils savent très bien ce qui se passe dans ce pays. C'est possible. Mais avec un tel afflux de journalistes, le contrôle sur la diffusion de certaines informations serait plus difficile. Pour ceux qui sont derrière, qui contrôlent les lobbies, qui contrôlent... Ça passe quand même. La raison aujourd'hui, il y a une raison fondamentale peut-être qui nous échappe, en tout cas moi qui m'échappe, qui doit être très très importante. Est-ce que c'est les rapports? Est-ce que c'est les rapports? D'abord, qu'est-ce qui a été conclu entre les deux chefs d'état-major? Nous n'en savons rien. C'est le sujet. C'est le sujet qu'on va aborder. N'oubliez pas une chose aussi, c'est que M. Belhimer, dans une interview, je crois que c'est un média arabe, Arabic News, où il avait pratiquement intimé à M. Gouillette de ne pas se faire recevoir par les partis politiques algériens d'opposition. Il y a ça aussi. Est-ce que ça a une influence ou pas? Je ne pense pas non plus, mais ces accès de fièvre périodiques, au moment où Macron et M. Macron et M. Tebboune ont décidé de faire du partenariat, encore une fois, un partenariat exemplaire, fiable, sûr, qui s'inscrit dans le temps, on ne comprend pas la décision algérienne, si ce n'est à consommation interne. La thèse qu'a développée M. Benchenouf, elle peut se tenir aussi, c'est-à-dire que Et puis n'oubliez pas une chose, c'est que sur les réseaux sociaux, me semble-t-il, il y a beaucoup d'Algériens qui se sont dit on va accueillir la délégation française sur tout le cortège. Sur tout le cortège, avant qu'ils aillent. Voilà, tout à fait. Voilà, tout à fait. Et puis, je ne sais pas si vous remarquez, dans la rue algérienne, le sentiment anti-français est très, 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 très prononcé. En disant que l'Algérie est soumise à la France entièrement, que c'est les caporaux de l'armée française, parce que maintenant, c'est un secret de Oui, polichinelle mais là encore, que l'État français soutient le régime algérien. Mais là encore, c'est depuis des années. Oui, mais là, il y a... Je veux dire que... Tout à fait, c'est depuis des années. Il y a une fixation. La jeunesse aujourd'hui, qui n'a pas vécu la guerre de libération nationale, qui était dans le slogan à ce moment-là, qui était dans le nationalisme, etc. Mais elle se rend compte, ce dont nous étions rendus compte, c'est que l'Algérie, il faut le dire, participe de la politique intérieure de la France. Oui. Oui, voilà, c'est l'évidence. Ils ont intérêt à planir avant les élections de 2022 en France. Alors, je me permets de vous interrompre parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Il y a un sujet intéressant. Donc, la signature de je ne sais pas quoi, on ne sait pas quoi. On nous dit des choses comme ça, banales. Mais en fait, beaucoup d'Algériens pensent qu'on a parlé de futurs casques bleus algériens au Mali, que des dispositions auraient été prises et même signées. Nous allons d'abord voir quelques images. قلت لها نزيهه قلت لها ديري لي تصويره تاع هذاك المدير هكا يعني قلت لها lui dit. Voilà, nous venons de voir quelques images de signature de Monsieur le chef d'état-major algérien. Et quel est le titre du chef d'état-major français? On ne dit pas chef d'état-major. Si, c'est chef d'état-major. Non, il y a un autre titre. Il a un grade militaire. Un grade militaire. Non, c'est le chef d'état-major. Chef d'état-major des armées, je pense. Oui, mais des armées, parce que c'est les trois corps qui... C'est le cas aussi du chef d'état-major en Algérie. Alors, je vous laisse nous dire votre avis sur cette question.
Vas-y. Vas-y. Ce que je voulais dire, bon, qu'il y ait des accords militaires entre la France et l'Algérie, à la limite, pourquoi pas? Oui. Mais à quoi renvoie-t-il? Quelle a été la nature de ces accords, d'abord? À quoi répond-il? En quoi ça engage le pays aussi? C'est des questions qui doivent être posées. En quoi ces accords-là? Est-ce qu'on sera comptable de ces accords? Et dans quel cadre ils se sont... D'abord, quel a été le type de la négociation? Pour quels accords? Est-ce que c'est carrément des problèmes d'ordre technique? Des problèmes de profiter de l'expérience de l'armée française, qui, il faut le dire aussi, est une armée, c'est la seule armée avec la Grande-Bretagne à pouvoir avoir une force de projection, et c'est rare, qui est l'arme nucléaire aussi. Donc, si c'est des accords de ce type-là, il n'y a pas de souci. Mais si c'est des accords qui masquent des engagements que l'état-major prend au-delà de la raison d'État, au-delà de ce qui serait secret et défense, le peuple algérien a le droit de savoir quelle a été la nature de ces contrats. D'autant plus que la Constitution vient de changer et que tout le monde... on en a parlé souvent ici. C'était une clameur publique que les soldats algériens, que l'armée algérienne allait offrir ses services à ses protecteurs occidentaux pour leur permettre de bénéficier de soldats de casque bleu, comme on dit, au Mali. Maintenant, si l'armée algérienne a fait des concessions de ce type, c'est-à-dire s'exporter, on va dire, au-delà des frontières et participer à des opérations de maintien de la paix ou de stabilité des pays, à la limite, pourquoi pas? Moi, j'étais déjà bien avant qu'il y ait ça, j'étais favorable parce que l'armée change de doctrine militaire et qu'on puisse interagir et carrément avoir une force de projection, parce que notre sécurité, elle commence à Tunis, elle commence à Tripoli, elle commence à Niamey, elle commence à Bamako. Donc c'est déjà une bonne chose. Maintenant, si ces accords, est-ce qu'ils ont parlé de l'indemnisation des essais nucléaires? Est-ce qu'ils ont fait partie des accords ou pas? Vous imaginez que si c'était le cas, non, on sait pas si c'est l'accord. Je ne dis pas. C'est des hypothèses. Oui, mais si c'était le cas... que c'était dans le... Non, vous ne me laissez pas terminer. C'est ça le souci. D'accord. Si jamais il y a eu des concessions sur l'indemnisation de nos concitoyens qui ont été victimes des essais nucléaires. Mais si c'était... Quelle a été... Si je peux me permettre... C'est incroyable. Allez-y. Ce que je veux dire... Vous me donnez envie de sourire. C'est qu'en contrepartie de ça, quelle a été la contrepartie de ça, de l'armée algérienne? Par rapport au fait que... Oui, vous ne me laissez pas terminer, c'est pour ça. Je passe là, Mabrahim. Non, ça y est, je ne pas. Après, je reprends après. Ne vous inquiétez pas. Vous imaginez que si c'était le cas, qu'est-ce qu'ils n'auraient pas... Ils nous auraient assommés de cette information en non-stop pendant un mois. Oui, ils ne peuvent pas prendre un seul aspect. Parce que cette question... L'autre, en échange, il l'aurait laissé de côté, comme il le laisse maintenant de côté. Cet aspect-là, M. Benchenouf, c'est pas un aspect, disons... on ne peut pas l'extraire du dossier global. Parce que si on l'extrait du dossier global, il y a d'autres alinéas, il y a d'autres codicils dans l'accord qui... Voilà. On ne peut pas. C'est une chose globale. Et quelle aurait été la concession des Algériens pour, justement, l'indemnisation? Quelle va être la contrepartie des Algériens? C'est ça la question aussi. Je reviendrai après. Donc, il ne peut pas s'agir de casque bleu dans des accords bilatéraux comme cela. Parce que les casques bleus, c'est les Nations Unies. Et ça se passe au niveau du Conseil de sécurité. Oui, mais après. L'essentiel, c'est de les engager dans le processus et puis lui donner une façade honorable. Il vaut mieux les faire intervenir en casque bleu qu'en simple mercenaire de l'armée française, par exemple. Ça, c'est pas difficile à faire, ça. Obtenir l'accord des Nations Unies dans un cadre d'intervention frontalier du pays immédiatement voisin. Savez, le nombre d'accords de tout genre, y compris militaires, passés entre la France et l'Algérie, et pas seulement la France et l'Algérie, qui n'ont pas été
respectés et appliqués. Oui. Il y en a des dizaines. J'imagine. Des dizaines d'accords qui ne sont ni respectés ni appliqués. Oui. Des dizaines Des d'accords. conventions, Absolument. des traités. Non, mais des accords bilatéraux, Oui, oui. des Oui, accords bilatéraux, pas seulement des traités ou des conventions, mais des accords bilatéraux, un peu comme celui qui vient de signer, si pour, comme dit Idir, projeter l'armée algérienne sur d'autres théâtres d'opération, un peu comme le Mali. C'est vrai que le Mali, c'est nos frontières, et qu'il y a quand même une situation belligène, et pas seulement au Mali, dans l'ensemble, sur l'ensemble de l'espace maghrébin, de l'espace nord-africain et subsaharien. Oui. Il y a des conflits, et des conflits qui peuvent très bien pourrir la situation en Algérie ou intervenir sur le sol algérien. Est-ce une armée, qu'on le veuille ou non, que ce soit l'armée algérienne actuelle ou celle qui viendra, accepterait que des forces armées interviennent sur son territoire ou à partir de son territoire? C'est inacceptable. Oui. Aucun pays souverain n'accepterait que des forces armées, quelles qu'elles soient, puissent pénétrer sur son territoire. C'est aussi prévenir. C'est le cas du Mali qui a accepté que la France intervienne. Voilà. Quel est l'espace stratégique aussi de l'Algérie? Il faut le dire, il y a un périmètre stratégique que l'armée algérienne doit défendre. Oui. C'est clair. Bien sûr. Puis il y a un coût. Il y a un coût, bien sûr qu'il y a un coût. Il y a un coût financier énorme. Il y a un coût. Mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre avec les autorités algériennes d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a jamais eu de doctrine qui ferait que l'armée algérienne ne se projette pas sur d'autres théâtres d'opération. Il n'y en a jamais. Si, ça a été une doctrine non institutionnalisée. Oui, mais c'est une doctrine quand même. Ce n'est pas véritablement une doctrine. Ça a toujours été clamé, en tout cas. Ça a toujours été clamé. Oui, alors que nous savons que l'armée algérienne a participé à l'extérieur à des guerres, notamment au Moyen-Orient. Il ne faut pas se le cacher. Il y a eu 67 et 73. Oui, il y a eu aussi un maintien de la paix, je ne sais plus dans quel pays africain. Même ailleurs. Mais je veux dire que c'est un secret de polichinelle, d'une part, et d'autre part, jamais l'armée algérienne n'était interdite constitutionnellement, juridiquement, etc., de sortir hors de ses frontières. Mais le problème n'est pas là, Brahim Youssef. Le problème est pourquoi le faire de façon aussi chafouine. Oui, à la limite, il faut le faire de façon constitutionnelle, en faisant débattre par un vrai Parlement. C'est ce dont nous parlons. Voilà. C'est ce dont nous parlons. C'est que, pourquoi est-ce que l'Algérie, ou l'armée algérienne, ou ce qui est l'armée algérienne, en tout cas les généraux et chefs d'état-major qui viennent de signer un accord, nous ne savons pas de quoi il s'agit, vont se projeter à l'extérieur sous la souveraineté, j'allais dire, sous la souveraineté militaire française. Oui. C'est ça qui est problématique. Si jamais ça se passe dans cette configuration-là. Parce que ce n'est pas l'armée algérienne qui va avoir le commandement. Moi, je pense... Non, il pourrait. Ça, c'est des choses d'ordre technique, mais si ça rentre dans le cadre du... C'est pas seulement technique. C'est une question de souveraineté. Oui, non, c'est une question de souveraineté. Non, c'est-à-dire pour la force d'interposition, éventuellement, ou maintien de la paix. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose, mais... Moi, je pense que l'Algérie va s'inscrire probablement dans, je ne suis pas un expert militaire, loin de là, dans cette espèce de G5 Sahel. C'est ça, dans cette perspective-là. Dans ce cas-là, peu importe le commandement, je veux dire, le commandement il peut être tournant, le commandement, c'est pas le souci. Oui, mais le commandement est tournant entre les 5 pays du Sahel. C'est autre chose. Mais là, il y a une puissance, et tu viens de le dire, il y a une puissance nucléaire. Et je me permets de vous interrompre, il reste un sujet dont il faut que nous parlions, même si on l'a pris un peu en retard. Hirak, demain, mardi, des étudiants. Moi, je pense que... Est-ce qu'il va se passer, malgré Ramadan, est-ce qu'il va se passer dans des conditions un peu particulières? L'année passée, ça s'est passé... Au contraire, c'était encore mieux que pendant le temps. Oui, absolument. Ce que je veux dire, c'est que,
comme vous l'avez souligné, même l'année dernière, ça s'est passé. Je ne sais pas si les étudiants... Oui, ils ont marché l'année dernière aussi. Moi, je pense que même s'il faut maintenir la pression au niveau symbolique, par contre, il serait peut-être souhaitable que toutes les universités, toutes les universités du pays puissent au moins symboliquement manifester, marcher, faire une petite marche. Ils peuvent être 100, 200, 300. Je suis sûr, M. Benchlouf, on a organisé une marche un jour, quelque part. On était 15, mais on a marché. Un 20 avril, on a marché, on était... Bon, évidemment, il y avait d'autres carrés. Hein. On était 4 ou 5 au milieu de la marche. C'est un acte militant. On était de grands adultes, j'allais dire. Hein. Donc, pour que les étudiants puissent éventuellement marcher, même de manière symbolique, éviter évidemment tous les dérapages avec toutes les tensions que peuvent susciter et provoquer le jeune, et toujours dans la silmia, comme vous le dites souvent. Et puis demain, on sera un autre jour, on verra bien. Oui, je pense que nous avons vécu cela l'année précédente, avant que le Covid n'intervienne pour interrompre tout cela. On n'était pas dans, Brahim, tu l'as si bien décrit tout à l'heure, on n'était pas dans la même précarité économique. Ça, c'est vrai. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais je pense que, raison de plus, je crois que les questions de ce type, les questions politiques, se déplacent vers les questions sociales. Et là, nous le voyons, les questions sociales tiennent les gens, et passez-moi l'expression, les tiennent au ventre. C'est quand même très important ce qui va se passer, y compris demain. Je pense que les étudiants ont cela aussi en tête, parce que leurs familles souffrent de la situation sociale qu'ils vivent. Ça, c'est clair. Ce que je voulais dire, peut-être que ce ramadan, et puis dans cet environnement quand même assez délicat, assez triste, je ne sais pas comment vous vous sentez, mais des images comme ça, elles sont insupportables. Il n'y a pas de sourire, il n'y a rien du tout. Il y a un peuple malheureux, il y a un peuple malheureux. Le peuple algérien est malheureux. C'est terrible. Est-ce que finalement, durant ce mois sacré du ramadan, donc, est-ce que les luttes sociales ne vont pas maintenant se fondre complètement dans les revendications politiques? C'est le même sujet. C'est le même sujet pour moi. Les questions sociales sont des questions politiques et les questions politiques sont aussi des questions sociales. Et nous arrivons à la fin de l'émission. Merci Brahim Younsi, merci Idir Nouren, merci Mohamed Lamine Mernin, merci Khaddour Chouicha, merci Ammar Fetchri. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Ramadankum Mubarak Karim. Inch'Allah تصوموا بالخير والهنا والتضامن والمحبة والحب والاطمئنان et que nous gardions en tête que ce pays est le nôtre, même si مدارين فينا مزية بالعكس شديد, ils nous l'ont pris de force pour le mener droit à la faillite, droit au mur, mais الحراك مستمر à la seule condition que n'oubliera jamais سلمية خاوة حتى تجي الحرية. بقاو على خير، بسلام.